Voici une réécriture narrative de l'histoire en français, conservant le ton dramatique et épique de l'original. Un empereur de 68 ans vient de détruire un empire en 6 heures avec une stratégie que tous avaient qualifiée de suicidaire. Son nom résonnera en enfer, Frédéric Barberousse. Et pourtant 22 jours. C'est tout ce qui sépare la victoire la plus brillante de sa mort la plus absurde, Anatolie. Mai 1190, 100 000 hommes marchaient vers la Terre Sainte sous la croix cramoisie du Saint-Empire. Ils étaient l'espoir de la chrétienté, le marteau qui allait écraser Saladin. 3 mois plus tard, il n'en restait que 10 000. Ce ne fut pas une bataille, ce fut la chaleur. Le soleil d'Anatolie ne pardonne pas. Les plaines se transforment en fours de pierre, où l'air brûle à chaque respiration. Les rivières s'assèchent, les sources pourrissent, les chevaux tombent les premiers, leurs langues noires pendantes dans l'écume. Puis tombent les hommes. Frédéric Barberousse observait le désastre depuis son cheval. 68 ans, 3 croisades, empereur du Saint-Empire romain germanique et désormais commandant d'une armée fantôme. Ces hommes ne marchaient-ils plus, ils rampaient. Les armures d'acier s'étaient transformées en chambres de torture sous le soleil implacable. Le sultan Kilich Arslan II le savait. 40 000 guerriers turcs attendaient dans les collines. Archers montés, cavaliers légers, guerriers entraînés à cette chaleur qui tuait les chrétiens. Ils n'avaient pas besoin d'attaquer, ils n'avaient qu'à attendre, laisser l'Anatolie faire le travail. Mais il y avait autre chose. Iconium, la capitale des Seldjoukides. Des murs de 30 pieds de haut, des tours qui éraflaient le ciel. 60 000 âmes protégées par la pierre et l'acier, une forteresse qui n'était jamais tombée, et Frédéric Barberousse fonçait droit sur elle. Ses généraux appelèrent cela de la folie. Ils avaient raison. 10 000 hommes affamés, contre 40 000 Turcs frais, et une ville imprenable. Les mathématiques étaient simples, c'était un suicide. Mais Frédéric n'était pas venu en Anatolie pour faire des mathématiques, il était venu pour faire l'histoire. La nuit du 17 mai, l'empereur réunit ses commandants. La lumière des torches dansait sur leurs visages émaciés. Frédéric déploya la carte sur la table de campagne. Son doigt traça une ligne impossible. Diviser l'armée. 2 forces, 2 objectifs simultanés. Les vétérans se regardèrent. Diviser une armée inférieure face à un ennemi supérieur violait toutes les règles de la guerre. C'était ce que faisaient les généraux désespérés avant d'être massacrés. Mais Frédéric n'était pas désespéré, il était calculateur. Il y avait une chose que les Turcs n'attendaient pas, la vitesse, la brutalité, le choc absolu. Les Turcs s'attendaient à un siège lent. Ils s'attendaient à ce que les croisés campent, construisent des tours de siège, meurent de faim pendant des mois. Ils ne s'attendaient pas à ce que Frédéric arrive comme la foudre. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il attaque le jour même, et ils ne s'attendaient certainement pas au coin de fer. 500 chevaliers, la garde impériale de Frédéric, les meilleurs cavaliers du Saint-Empire, armure complète, lance de 12 pieds, chevaux entraînés au choc. Ils étaient le point d'acier de Barberousse, et ils étaient sur le point de démontrer pourquoi les Turcs craignaient encore la charge germanique. 18 mai, l'aube. Les Turcs virent la poussière à l'horizon. Kilich Arslan sourit. Les croisés venaient pour mourir. Il ordonna à ses archers de se préparer. Ses cavaliers encerclèrent les plaines. 40 000 hommes contre 10 000 squelettes. Ce serait un massacre. Il avait raison. Mais ce ne fut pas le massacre qu'il imaginait. Frédéric divisa ses forces exactement comme promis. 5 000 hommes sous les ordres du duc de Souabe marcheraient directement vers Iconium. Mais ils n'attaqueraient pas les murs. Ils attaqueraient les camps civils hors de la ville, brûleraient les tentes, tueraient le bétail, créeraient la panique, forceraient les défenseurs à regarder vers l'extérieur. Pendant ce temps, Frédéric prendrait les 5 000 autres, la garde impériale en tête, et attaquerait directement l'armée turque en rase campagne. Ce n'était pas une bataille, c'était un pari. Si les Turcs le brisaient rapidement, tout était fini. Mais si Frédéric tenait assez longtemps, la stratégie fonctionnerait. Les archers turcs tirèrent les premiers. Des nuages de flèches obscurcirent le soleil. Les boucliers croisés devinrent
Des hérissons de bois et d'acier. Des hommes tombèrent, mais la ligne ne se brisa pas. Frédéric maintenait la formation serrée, bouclier levé, avançant pas à pas vers le centre turc. Kılıç Arslan ordonna la charge de cavalerie. 3000 cavaliers légers galopèrent vers les flancs croisés. C'était la tactique turque classique. Encercler, harceler, briser la formation, transformer le combat en chasse. Mais Frédéric l'attendait. Ses flancs n'étaient pas faibles. Ils étaient un piège. Les chevaliers allemands sur les flancs ne reculèrent pas, ils pivotèrent. Charge frontale, les lances trouvèrent la chair. Les chevaux turcs, légers et rapides, ne purent arrêter l'impact. La ligne ennemie se déchira. Les cris remplirent l'air, le sang sur l'herbe sèche, mais ce n'était qu'une distraction. Frédéric attendit le moment exact. Quand les Turcs se furent engagés dans le combat sur les flancs, quand leur centre fut exposé, il leva son épée. Le coin de fer se forma derrière lui. 500 chevaliers en formation triangulaire, l'empereur de 68 ans en tête, et ils chargèrent. L'impact fut apocalyptique. 2 tonnes de métal et de muscles au grand galop frappèrent le centre turc comme un marteau de Dieu. Les lances traversèrent les torses. Les chevaux écrasèrent les crânes. La formation turque se fendit en deux. Les archers au centre n'eurent pas le temps de fuir. Les chevaliers ne s'arrêtèrent pas. Le coin continua d'avancer comme une lame à travers de la soie. Les Turcs tentèrent de refermer la brèche. Impossible. Chaque seconde, plus de croisés entraient par l'ouverture. La formation ennemie s'effondra vers l'intérieur. Panique. Les guerriers de Kılıç Arslan ne se battaient plus, ils fuyaient. Mais Frédéric savait une chose cruciale. Une victoire en rase campagne ne signifiait rien si Iconium restait debout. La ville pouvait abriter les survivants, se regrouper, contre-attaquer. Il fallait que la ville tombe aujourd'hui. Et là, à l'horizon sud, la fumée noire commença à s'élever. L'aziz, duc de Souabe, était arrivé. 5000 croisés se déversèrent sur les camps civils autour d'Iconium, comme des loups affamés. Tentes en feu, bétail égorgé. Femmes et enfants courant vers les murs. Les portes s'ouvrirent pour les laisser entrer. Erreur fatale. Les gardes regardaient vers l'extérieur, vers la fumée, vers le chaos. Kılıç Arslan vit la fumée depuis le champ de bataille, sa ville, sa capitale, attaquée. Il devait choisir, continuer à combattre Frédéric et perdre Iconium, ou battre en retraite et sauver la ville. Il ordonna la retraite, ses tambours résonnèrent, les Turcs rompirent de contact, ils galopèrent vers le sud. Frédéric ne les poursuivit pas, il n'avait pas à le faire, il les laissa courir, il les laissa ramener la terreur derrière leurs murs. Il les laissa raconter comment 500 chevaliers en avaient détruit 3000. Il laissa la peur faire son travail, puis il réorganisa ses forces. 10 000 hommes, une seule colonne, marchent vers Iconium. La ville les vit arriver à la tombée de la nuit. 10 000 spectres couverts de sang et de poussière. Mais ce n'étaient plus les mêmes hommes qui mouraient de soif 3 jours plus tôt. Ils avaient goûté à la victoire. Ils avaient vu leur empereur de 68 ans mener la charge. Ils avaient vu l'impossible devenir possible. Les murs d'Iconium se dressaient devant eux, 30 pieds de pierre taillée, des tours tous les 50 mètres, des archers sur chaque créneau, 60 000 civils entassés à l'intérieur et quelque part derrière ces murs. Kılıç Arslan réorganisait ce qui restait de son armée. Peut-être 20 000 guerriers, peut-être moins. Frédéric ne campa pas, ne construisit pas de tours de siège, n'attendit pas de renfort. Il ordonna l'attaque immédiate. Ses ingénieurs apportaient des béliers improvisés, des troncs arrachés aux forêts voisines, des échelles construites avec le bois de chariots détruits. Ce n'était pas sophistiqué, ce n'était pas élégant, mais cela allait fonctionner parce que les Turcs n'étaient pas prêts. Les défenseurs lancèrent de l'huile bouillante, des pierres, des flèches par milliers. Les premiers croisés qui touchèrent les murs moururent instantanément. Huile brûlant la chair sous l'armure, cris perçant la nuit. Mais plus d'hommes montaient, plus d'échelles cognaient contre la pierre, plus de béliers frappèrent les portes. La bataille devint un broyeur. Des pousses gagnaient avec des litres de sang. Frédéric marchait parmi ces hommes. 68 ans. Il aurait dû être dans un palais. Il aurait dû négocier avec des ambassadeurs. Au lieu de cela, il tenait une épée.
Il hurlait des ordres, il poussait ses hommes vers l'avant quand ils flanchaient. Minuit, le bélier principal atteignit la porte est. Bois qui éclate, métal qui craque, les défenseurs déversaient tout ce qu'ils avaient sur les hommes du bélier. Mais les croisés avaient construit un toit mobile avec des boucliers. Les pierres rebondissaient, l'huile glissait. Le bélier continuait de frapper. Boum, boum, boum. La porte céda. Elle ne s'ouvrit pas complètement, juste une fissure suffisante. Les premiers chevaliers se jetèrent à travers la brèche, épée courte dans l'espace étroit, combat au corps à corps dans l'obscurité. Les Turcs se battaient désespérément. Ils savaient ce que signifiait une ville tombée. Ils savaient ce que les croisés faisaient aux vaincus. Mais la fissure s'élargit. Plus de croisés entraient. Le combat se déversa dans les rues, maison par maison, rue par rue. Les civils se cachèrent dans les mosquées, dans les caves, priant pour que la nuit finisse vite, priant pour survivre à ce qui viendrait après. Frédéric entra dans la ville à 3 heures du matin. Iconium brûlait, pas sur son ordre. Le feu commença quand une torche tomba sur un entrepôt d'huile pendant le combat. Les flammes se propagèrent, les rues étroites devinrent des cheminées. La fumée noire montait vers un ciel sans étoiles. Kulich Arslan était piégé. Son armée fragmentée se battait en 3 points différents de la ville. Il n'y avait pas de coordination, pas de ligne de défense organisée, juste des poches de résistance désespérées. Le sultan tenta de réunir ses commandants dans la citadelle centrale, mais les messagers n'arrivaient pas. Les rues étaient un labyrinthe de morts. À l'aube du 19 mai, la résistance turque s'effondra. Ce ne fut pas progressif, ce fut instantané. Un commandant turc ouvrit les portes du quartier nord. Trahison ou pragmatisme, peu importe. 100 croisés entrèrent sans opposition. Ils encerclèrent la place principale. Les défenseurs restants se rendirent ou moururent sur place. Kulich Arslan s'échappa par un tunnel sous la citadelle, une route secrète que peu connaissaient. Il émergea dans les collines à l'est avec moins de 100 hommes. Son empire venait d'être détruit en 6 heures de combat urbain. 40 000 guerriers réduits à des fugitifs, sa capitale en flammes, sa réputation détruite. Frédéric entra dans la citadelle quand le soleil était déjà haut, la salle du trône vide, le trésor pillé par les Turcs eux-mêmes dans leur fuite, mais cela n'avait pas d'importance. La victoire ne se mesurait pas en or, elle se mesurait en terreur. Et chaque royaume musulman entre ici et Jérusalem venait de recevoir le message. Les corps couvraient les rues, des milliers, personne ne comptait exactement. Les croisés traînaient les cadavres turcs hors des murs. Ils les empilaient en tas qui brûlèrent pendant des jours. L'odeur de chair brûlée se mélangeait à la fumée des bâtiments effondrés. Iconium était tombé, mais le prix se payait en cauchemar. L'empereur permit 3 jours de pillage. C'était le droit des vainqueurs. Ces hommes avaient besoin du butin. Ils avaient besoin de nourriture. Ils avaient besoin de sentir que l'enfer d'Anatolie en avait valu la peine. Les civils qui survécurent à la nuit se cachèrent jusqu'à ce que la tempête passe. Certains eurent de la chance, d'autres non. Mais Frédéric était pragmatique. Au 4e jour, il ordonna une discipline absolue. Assez de sang, assez de feu. Il avait besoin de cette ville fonctionnelle, il avait besoin de ses entrepôts, de ses puits, de ses forgerons, parce que Jérusalem était encore à des mois de distance. Et Saladin attendait au sud avec des armées fraîches qui n'avaient pas vu la bataille. Les messagers partirent dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'Europe, portant les nouvelles du triomphe, vers le sud, vers les royaumes croisés en Terre Sainte, promettant que l'empereur arrivait. Et vers l'est, vers Saladin lui-même, avec un message simple. Frédéric Barberousse est là et il apporte la mort. Saladin reçut les nouvelles à Damas, le sultan qui avait unifié le monde musulman, qui avait reconquis Jérusalem, qui avait vaincu les croisés pendant des décennies. Il faisait maintenant face à quelque chose de différent. Un empereur qui détruisait des sultanats entiers en 6 heures. Un homme qui transformait l'impossible en routine. Le conseil de Saladin débattit pendant des jours. Certains émirs
voulait marcher vers le nord, intercepter Frédéric avant qu'il n'arrive en Syrie, le détruire tant que son armée était encore petite. D'autres préféraient fortifier Jérusalem, laisser le désert user les croisés, attendre, préparer, transformer chaque ville en une autre Iconium. Mais personne ne savait quoi faire contre un homme comme Frédéric. Les croisés précédents suivaient des modèles, assiégeaient des villes pendant des mois, négociaient, se retiraient quand la chaleur ou la faim les brisait. Frédéric ne négociait pas, Frédéric écrasait, et il le faisait en quelques heures, pas en quelques mois. Frédéric resta à Iconium 2 semaines. Il réorganisa son armée. Les blessés les plus graves restèrent derrière avec une petite garnison. Les chevaux furent remplacés par des montures capturées. Les armures furent réparées dans les forges turques. Des guides arméniens locaux se joignirent à eux, promettant des routes sûres vers le sud en échange d'une protection contre les Turcs. Les hommes se reposaient, mangeaient, buvaient de l'eau propre pour la première fois depuis des mois. Les blessures guérissaient, les esprits se rétablissaient. Ils avaient traversé l'enfer d'Anatolie et en avaient émergé victorieux. Maintenant, avec Iconium tombé si vite, ils croyaient que rien ne pouvait les arrêter. Ni Saladin, ni le désert, ni Dieu lui-même. Le 1er juin, l'armée croisée quitta Iconium, 10 000 hommes marchant vers le sud-est, vers les monts Taurus, vers la Cilicie. Le plan était de traverser les montagnes, d'atteindre la Méditerranée, de suivre la côte jusqu'à Antioche. De là, cap au sud, vers Jérusalem. Chaque pas les rapprochait de la Terre Sainte. Les monts Taurus se dressaient devant eux. Des pics qui éraflaient les nuages, des gorges où 10 hommes pouvaient en arrêter 1000, des sentiers étroits bordant des précipices. C'était un territoire parfait pour les embuscades et les Turcs survivants le savaient. Kılıç Arslan avait envoyé des messagers à chaque seigneur de guerre dans les montagnes. Arrêtez l'empereur, tuez-le ou mourrez en essayant. Les premières attaques arrivèrent le 4 juin, des archers sur les hauteurs, des flèches tombant comme la pluie sur la colonne croisée. Les boucliers se levaient, les hommes tombaient. Mais Frédéric ne s'arrêtait pas, ne poursuivait pas les attaquants, il maintenait une marche constante, implacable, comme une machine de guerre, avec un but unique. Les embuscades s'intensifièrent. Rochers roulant depuis les hauteurs, et ponts détruits au-dessus des ravins, puis empoisonnés dans les vallées. Les Turcs utilisaient chaque ruse, chaque tactique de guérilla. Mais ils ne comprenaient pas quelque chose de fondamental. Frédéric avait traversé les Alpes 3 fois. Il avait combattu dans les montagnes italiennes pendant des décennies. Ce n'était pas nouveau. L'empereur ordonna des détachements d'éclaireurs avancés. 50 hommes, chacun nettoyait les hauteurs avant que la colonne principale ne passe. Les archers turcs se retrouvaient face à des chevaliers escaladant des falaises en pleine nuit. Des gorges supposément sûres se remplissaient de cris quand les croisés attaquaient d'en haut. Les embusqueurs devinrent les embusqués. Mais les montagnes prélevaient leurs tribus. Des hommes glissaient des sentiers étroits. Ils tombaient de centaines de pieds. Leurs cris se perdaient dans le vent. Des chevaux perdaient appui sur des roches instables, dévalant la pente, en entraînant leurs cavaliers avec eux. Ce n'étaient pas des pertes de bataille, c'étaient des sacrifices au terrain, un tribut payé en sang pour chaque kilomètre avancé. Le 8 juin, l'avant-garde atteignit un défilé particulièrement étroit, à peine 20 pieds de large, des murs de roche des 2 côtés, 500 mètres de long, l'endroit parfait pour un massacre. Les éclaireurs signalèrent du mouvement sur les hauteurs. Beaucoup de guerriers, trop. C'était un piège évident. Frédéric étudia le défilé depuis une crête voisine. Ses commandants suggérèrent de contourner, de chercher une autre route, de perdre des jours, mais d'éviter l'embuscade. L'empereur secoua la tête. Contourner signifiait la faiblesse. Cela signifiait que les Turcs pouvaient dicter les mouvements. Cela signifiait perdre la terreur gagnée à Iconium. Il traverserait le défilé et il le ferait maintenant. La stratégie était brutale dans sa simplicité. Envoyer l'infanterie légère d'abord, sans armure lourde, rapide, avec de grands boucliers. Ils absorberaient la première vague de flèches.
Ensuite, pendant que les archers turcs rechargeraient, la cavalerie lourde chargerait à travers le défilé, la vitesse avant la protection. Beaucoup mourraient, mais l'armée passerait. Les 100 premiers hommes entrèrent dans le défilé à midi. Le soleil était haut, la chaleur rebondissait sur les parois rocheuses. Ils avancèrent en formation serrée, boucliers formant un toit au-dessus de leur tête. 20 pas, 30, 50. Les flèches commencèrent à tomber comme une grêle de fer. Les boucliers éclataient, les hommes tombaient, mais ceux qui restaient continuaient d'avancer. Ils ne couraient pas, ils ne se dispersaient pas. Ils maintenaient la formation pas après pas, sang sur les rochers, cris rebondissant sur les murs. Et derrière eux, la cavalerie attendait le moment. Elle attendait que les archers vident leurs carquois. Le son des corps résonna d'en haut. Les Turcs avaient commis une erreur. Ils avaient révélé leur position complètement. Frédéric vit exactement où ils étaient, combien ils étaient, comment ils étaient distribués. Et pendant que les archers se concentraient sur l'infanterie piégée dans le défilé, 50 chevaliers commencèrent à escalader les parois latérales par des routes que les éclaireurs avaient identifiées durant la nuit. Les archers turcs ne les virent pas venir. Ils étaient concentrés à tirer vers le bas. Quand les premiers chevaliers atteignirent les corniches, il était déjà trop tard. Épée contre arc, acier contre cuir. Les archers n'avaient pas d'espace pour se retirer. Les corniches étaient étroites. Ceux qui ne moururent pas par l'épée tombèrent des falaises en essayant de s'échapper. La pluie de flèches s'arrêta. L'infanterie piégée dans le défilé accéléra le pas. Ils sortirent de l'autre côté, 50 hommes sur les 100 originaux. Des pertes brutales, mais ils avaient ouvert la voie. Et maintenant, la cavalerie chargeait à travers le défilé sans opposition. Les corps des tombés craquaient sous les sabots. Personne ne s'arrêtait pour les ramasser. L'armée complète traversa avant la tombée de la nuit. Frédéric perdit 120 hommes dans le défilé, mais il tua 300 Turcs. Et plus important encore, il démontra qu'aucun terrain n'était sûr contre lui. Les seigneurs de guerre dans les montagnes reçurent le message. Certains fuirent vers l'est, d'autres envoyèrent des émissaires offrant le passage libre. La terreur fonctionnait mieux que les épées. Le 10 juin, l'avant-garde atteignit la rivière Salef, une petite rivière, à peine 30 mètres de large, des eaux cristallines descendant des montagnes, courant rapide mais peu profond. Les éclaireurs signalèrent des guets sûrs. Frédéric ordonna de camper sur la rive nord. Il traverserait demain, puis la Cilicie, puis la Méditerranée, puis Jérusalem. Cette nuit-là, l'empereur dîna avec ses commandants dans sa tente. Ils parlèrent de Saladin, des batailles à venir, de la manière dont ils attaqueraient Jérusalem. Frédéric était de bonne humeur. 68 ans, empereur du Saint-Empire, destructeur d'Iconium, conquérant des montagnes. La gloire qu'il avait cherchée toute sa vie était à quelques semaines de distance. Le 11 juin se leva sous une chaleur écrasante. Le soleil frappait les armures avant midi. Les hommes commencèrent à traverser la rivière par groupes organisés, chevaux d'abord, puis l'infanterie, les chariots de ravitaillement à la fin. C'était une traversée standard, pratiquée 1000 fois. Rien n'indiquait le danger. Frédéric observait depuis la rive nord. Il voyait ces hommes passer à gué. Le courant leur arrivait aux genoux, parfois à la taille dans les points les plus profonds, mais rien de dangereux. Des enfants pourraient traverser cette rivière. Et pourtant, quelque chose dans l'eau l'appelait. La chaleur était insupportable, l'armure cuisait sa peau. L'empereur décida de traverser près de midi. Il n'attendrait pas l'arrière-garde. Un empereur n'attend pas pendant que ses hommes travaillent. Il monta son cheval, un étalon gris qui l'avait porté à travers l'Anatolie, à travers les montagnes, à travers 1000 batailles. Animal fiable, fort, qui n'avait jamais failli. Il éperonna sa monture vers l'eau. Le cheval entra sans hésiter. L'eau froide contre la chaleur du jour, rafraîchissante. Frédéric relâcha les rênes. Il laissa l'animal trouver son propre chemin entre les rochers du fond. Seulement 30 mètres, moins d'une minute. Ensuite, il continuerait vers la Cilicie, vers la gloire. Le cheval marcha sur quelque chose. Une
Pierre instable, un trou caché. Personne ne vit exactement quoi. L'animal trébucha, il s'inclina violemment vers la gauche. Frédéric, détendu, en armure complète, perdit l'équilibre. Il tomba. Le poids de l'acier l'entraîna vers l'eau. Le bruit de l'impact résonna sur la rivière. L'armure se remplit instantanément. 60 livres d'acier devinrent 100, puis 150. Frédéric essaya de se relever. Le fond était glissant. Les rochers roulaient sous ses mains. Le courant, doux pour un homme debout, était implacable pour un homme tombé. Il le poussait, le retournait, l'enfonçait. Ses poumons hurlaient pour de l'air. Il ouvrit la bouche. Il ne trouva que de l'eau froide, propre, remplissant sa gorge, ses poumons. La panique remplaça l'entraînement. Mouvement désespéré, main cherchant quelque chose de solide. Juste de l'eau, juste des rochers qui roulaient, juste un courant qui ne pardonnait pas. L'empereur du Saint-Empire se noyait dans un mètre d'eau. Les gardes ne le virent pas tomber immédiatement. Ils regardèrent les rives, cherchant des embuscades, protégeant l'empereur d'ennemis imaginaires pendant que la rivière réelle faisait son travail. 30 secondes passèrent. 40. Quand finalement quelqu'un cria, Frédéric ne bougeait plus sous l'eau. 3 chevaliers se jetèrent dans la rivière. Ils cherchèrent au fond, main tâtant entre les rochers. L'un toucha du métal, agrippa, tira avec une force désespérée. Le corps émergea lourd, complètement immobile. Ils le traînèrent sur la rive nord, lui arrachèrent le haume. Les lèvres étaient bleues, les yeux fermés. Il ne respirait pas. Les médecins coururent, frappèrent sa poitrine, pressèrent son estomac. De l'eau sortit de sa bouche, mais pas d'air, pas de vie. Ils prièrent, crièrent des ordres, appliquèrent tout le savoir qu'ils avaient. Rien ne fonctionna. Frédéric Barberousse, destructeur d'Iconium, conquérant des montagnes, terreur des sultans, gisait mort dans l'herbe près d'une rivière insignifiante. Le campement entier s'arrêta. La traversée de la rivière cessa. Les hommes sur la rive sud ne comprenaient pas pourquoi. Ceux de la rive nord ne pouvaient pas parler. Ils regardaient juste le corps de leur empereur, l'homme qui les avait guidés à travers l'enfer, qui avait transformé la défaite en victoire, qui avait rendu l'impossible routinier. Mort à cause d'un cheval qui avait trébuché. Le duc de Souabe arriva en courant. Il vit son père étendu dans l'herbe. 72 heures plus tôt, il avait dîné avec lui. Ils avaient parlé de Jérusalem, de victoire, de gloire éternelle. Maintenant, il touchait un corps froid, un cadavre en armure. La réalité frappa comme une masse. Tout était fini. En 30 secondes, dans un mètre d'eau, les commandants se réunirent. Personne ne savait quoi faire. Le plan dépendait de Frédéric, de son génie, de son audace, de sa capacité à voir des victoires là où d'autres voyaient le suicide. Sans lui, il n'était que 10 000 hommes perdus en territoire ennemi, à des semaines de Eutuport ami, avec Saladin attendant au sud. Les nouvelles commencèrent à filtrer dans le campement. D'abord des rumeurs, puis la confirmation. Des hommes qui avaient survécu à l'Anatolie pleuraient. Les vétérans d'Iconium s'agenouillaient. Certains priaient, d'autres maudissaient. Beaucoup regardaient simplement la rivière. Cette rivière stupide, cette rivière insignifiante, cette rivière qui avait tué ce que 40 000 Turcs n'avaient pas pu toucher. Les alliés arméniens commencèrent à déserter cette nuit-là. Sans Frédéric, les pactes ne signifiaient rien. Les seigneurs locaux qui avaient promis des vivres fermèrent leurs portes. Les guides disparurent dans l'obscurité. À l'aube du 12 juin, l'armée croisée avait perdu un tiers de ses auxiliaires et le nombre continuait de croître. Le duc de Souabe assuma le commandement par droit du sang, mais il n'était pas son père. Il manquait du charisme qui faisait que des hommes désespérés tentent l'impossible. Il manquait de la vision qui transformait le suicide en stratégie. C'était un commandant compétent, mais la compétence ne conquérait pas des empires, et tous le savaient. La première décision fut brutale. Que faire du corps de l'empereur ? Il ne pouvait pas le laisser, il ne pouvait pas l'emporter entier. La chaleur de juin transformerait le cadavre en horreur putréfiée en quelques jours. Un médecin suggéra de bouillir le corps, de séparer la chair des os, d'enterrer la chair ici, d'emporter les os à Jérusalem.
C'était la procédure standard pour les nobles morts, loin de chez eux, Mos Teutonicus. Mais le faire avec un empereur, avec Frédéric Barberousse, semblait obscène, semblait une profanation. Pourtant, il n'y avait pas d'alternative. Le duc autorisa le processus. Les médecins travaillèrent durant la nuit. Des odeurs qu'aucun homme ne devrait sentir, des tâches qu'aucun médecin ne devrait accomplir. Au matin, ils avaient des os propres et de la chair à enterrer. Ils enterrèrent la chair dans une tombe sans marque près de la rivière. Pas de temps pour des monuments, pas de sécurité pour de longues cérémonies. Un prêtre murmura des prières rapides. Des soldats remplirent le trou de terre et l'armée se prépara à marcher, laissant derrière elle des morceaux de son empereur en terre turque, près de la rivière qu'il avait tué. Les os voyageaient dans un reliquaire d'argent. Le duc le portait personnellement. C'était tout ce qui restait de l'homme le plus puissant d'Europe, réduit à des fragments blancs dans une boîte. Frédéric avait promis de libérer Jérusalem. Maintenant, seuls ses restes feraient le voyage, et même cela n'était pas garanti. L'armée continua vers le sud-est, mais il ne marchait plus avec un but. Il marchait parce que s'arrêter signifiait mourir. Les Turcs avaient reçu les nouvelles. L'empereur était mort. La terreur d'Iconium avait disparu. Les embuscades s'intensifièrent. Ils n'attaquaient plus avec peur. Ils attaquaient avec vengeance. Chaque vallée était un piège potentiel. Chaque colline cachait des archers. L'armée saignait des hommes chaque jour, pas dans de grandes batailles, mais dans de petites escarmouches. 10 hommes ici, 20 là, une colonne de ravitaillement interceptée, un groupe d'éclaireurs qui ne revenait pas. La mort par 1000 coupures. Exactement ce que Frédéric avait évité par la terreur et la vitesse. Les hommes commencèrent à déserter, pas en masse, par petits groupes. Durant la nuit, ils prenaient des chevaux, prenaient de... La nourriture disparaissait vers l'ouest, essayant de retourner en Europe par leurs propres moyens. Certains y parvenaient. La plupart mouraient dans les montagnes, perdus, affamés, chassés par des Turcs qui les retrouvaient des jours plus tard comme des cadavres gonflés. Le 15 juin, l'armée atteignit Tars, ville côtière en Cilicie, port méditerranéen. Enfin, après des semaines de montagnes et de rivières traîtresses, ils voyaient la mer. Les navires marchant dans le port, la promesse d'une navigation sûre vers Antioche, vers la Terre Sainte. Mais le prix d'accès était la négociation, et négocier depuis une position de faiblesse invitait au désastre. Le seigneur local de Tars vit son opportunité. Une armée croisée brisée, sans chef légendaire, désespérée pour un refuge. Il exigea un paiement exorbitant, de l'or que les croisés n'avaient pas. Quand le duc tenta de négocier, le seigneur ferma les portes, laissa l'armée camper hors des murs, vulnérable, exposée, saignant plus d'hommes chaque nuit. Finalement, le duc paya avec des armures, avec des chevaux, avec des armes, tout ce dont les croisés avaient besoin pour se battre. Ils le livrèrent pour l'accès au port, pour de la nourriture, pour la promesse de navires. C'était une reddition déguisée en pragmatisme. Frédéric aurait brûlé la ville, son fils l'a achetée. La différence définissait tout. Tars permit à l'armée de se reposer, de récupérer partiellement, mais le mal était fait. Des 10 000 qui sortirent, d'Iconium, il en restait moins de 7 000 et le moral était en cendres. Des hommes qui avaient cru en l'invincibilité ne croyaient plus qu'en la survie. La croisade était morte avec Frédéric dans la rivière. Le 25 juin, le duc prit la décision finale. Diviser l'armée. Les plus faibles, les blessés, les démoralisés prendraient des bateaux directement pour l'Europe. Mieux valait perdre des soldats que des cadavres. Ceux qui restaient continueraient par terre vers Antioche. Ensuite, ils évalueraient s'il fallait continuer vers Jérusalem. C'était un aveu tacite. La croisade avait échoué, mais même cela tourna mal. Les bateaux disponibles étaient peu nombreux, coûteux. Le duc dépensa le dernier or impérial pour acheter des passages. 1000 hommes embarquèrent. Le reste observait depuis le quai, sachant qu'il ne verrait probablement jamais l'Europe à nouveau, sachant qu'il mourrait dans ces déserts pour une croisade qui s'était terminée dans une rivière oubliée. Les os de Frédéric voyageaient avec le groupe qui continuait par terre.
Le duc ne confierait pas le reliquaire à des navires marchands. Il le porterait personnellement en Terre Sainte. C'était le minimum qu'il pouvait faire, emmener son père à l'endroit où il avait juré d'arriver. Même si c'était en morceaux, même s'il était trop tard. L'armée restante marcha vers Antioche. 6000 hommes, fantômes de ce qui avait été le marteau de la chrétienté. Ils arrivèrent le 5 juillet. La ville les reçut avec pitié. Ils avaient entendu parler d'Iconium, de la victoire impossible, de l'empereur qui avait détruit un sultanat en 6 heures, et de la rivière. Toujours de la rivière. À Antioche, le corps commença à se décomposer même après avoir été bouilli. La chaleur de juillet accélérait la putréfaction, les os sentaient la mort. Le reliquaire d'argent ne contenait pas la pestilence. Les hommes qui le transportaient tombaient malades, vomissaient, refusaient de continuer. Le duc faisait face à une mutinerie pour un cadavre. La décision tomba le 10 juillet, tout enterré, chair et os, dans la cathédrale Saint-Pierre d'Antioche. Frédéric n'arriverait jamais à Jérusalem, ni vivant ni mort. L'empereur qui avait juré de libérer la ville sainte giserait dans une tombe à 300 milles de distance. L'ironie était si brutale que personne n'osait la prononcer à voix haute. La cérémonie fut petite, pathétique. Une poignée d'évêques locaux, les commandants survivants, des soldats qui pouvaient à peine tenir debout. Ils prièrent sur une boîte qui puait la mort. Ils chantèrent des hymnes qui sonnaient comme une moquerie. Ils descendirent les restes dans une crypte obscure et scellèrent la pierre. Frédéric Barberousse avait disparu. Il ne restait que l'histoire et la question à laquelle personne ne pouvait répondre. Pourquoi ? Pourquoi un homme qui avait survécu à des décennies de guerre est-il mort en traversant une rivière ? Pourquoi la victoire la plus brillante s'est-elle terminée par la mort la plus absurde ? Pourquoi les dieux ont-ils permis qu'un empereur se noie comme un paysan ivre ? Il n'y avait pas de réponse, il n'y avait que le fait, brutal, irréversible, insultant dans sa stupidité. Le duc tenta de maintenir la croisade en vie, réunit les commandants, proposa de continuer vers le sud, d'attaquer des objectifs mineurs, de maintenir la pression sur Saladin. Mais les hommes le regardaient avec des yeux vides. Ils étaient venus avec Frédéric. Ils avaient cru en Frédéric. Sans lui, ils n'étaient que des mercenaires sans solde en terre étrangère. Les désertions s'accélérèrent, des groupes entiers disparaissaient durant la nuit. Certains rejoignaient les ordres militaires, templiers, hospitaliers, n'importe quelle organisation offrant structure et but. D'autres abandonnaient simplement, cherchèrent du travail comme gardes, comme forgerons, comme n'importe quoi qui ne fût pas soldat dans une croisade morte. Pour le mois d'août, il restait moins de 2000 hommes de l'armée originale. Le duc les mena vers le sud, plus par désespoir que par stratégie. Ils attaquèrent quelques caravanes, pillèrent de petits villages, des actions sans signification, sans impact. Frédéric avait frappé le cœur des empires. Son fils grignotait les bords. La différence était humiliante. Saladin observait depuis Jérusalem. Le danger qu'il avait redouté s'était évaporé. Le marteau du Nord s'était brisé tout seul, sans qu'il ne tire une seule flèche. Les fragments de l'armée allemande ne représentaient aucune menace. Il pouvait se concentrer sur Richard, cœur de lion, sur Philippe Auguste, sur les vrais ennemis qui arrivaient par la mer. Les nouvelles arrivèrent en Europe en septembre, des mois après les faits. Les cloches sonnèrent dans chaque cathédrale du Saint-Empire. L'empereur était mort, pas glorieusement au combat, pas en défendant la chrétienté, noyé dans une rivière par un accident stupide. Les prêtres luttaient pour trouver un sens à cela, pour le transformer en leçon divine. Ils échouaient. Henri VI, fils de Frédéric, assuma le trône impérial en Allemagne. Il héritait d'un empire en deuil, une nation qui avait envoyé son meilleur empereur mourir en terre étrangère. Pour rien. Iconium était tombé, mais Jérusalem restait musulmane. Les Seldjoukides se remettraient. La troisième croisade continuerait sans sa pièce la plus létale, et tout cela parce qu'un cheval avait trébuché. Les vétérans d'Iconium qui rentrèrent chez eux portèrent l'histoire. Ils la racontaient dans les tavernes, sur les places, dans les châteaux. Comment 500 chevaliers brisèrent 40 000 Turcs. Comment l'empereur de 68 ans mena la charge.
comment les murs tombèrent en 6 heures, et comment tout se termina dans l'eau, dans la bêtise, dans une moquerie du destin, que Arslan reçut les nouvelles dans son exil. L'empereur qui avait détruit sa capitale était mort, pas par l'épée turque, par la rivière. Le sultan ne ressentait pas de victoire, il ressentait de la confusion. Son empire restait brisé, sa ville restait brûlée. 20 000 de ses guerriers restaient morts. La mort de Frédéric n'effaçait pas Iconium, elle confirmait seulement que l'univers n'avait pas de sens. Les Turcs tentèrent de reconstruire, mais Iconium ne retrouva jamais sa gloire. La ville était tombée trop vite, trop complètement. Le mythe d'invulnérabilité s'était brisé. Chaque sultan après cela sut que les murs n'arrêtaient pas les génies, ils n'arrêtaient que les hommes ordinaires. Et Frédéric n'avait pas été ordinaire, même mort. Son ombre couvrait l'Anatolie. Richard Cœur de Lion arriva en Terre Sainte en septembre. Il entendit parler de Frédéric, d'Iconium, de la rivière. Le roi anglais était brillant, brutal, efficace. Mais même lui admit en privé, avec Frédéric vivant, Jérusalem serait tombée. 2 marteaux frappant depuis le nord et l'ouest. Saladin n'aurait pas survécu. Mais maintenant, il n'en restait qu'un. Et un seul n'était pas suffisant. La 3e croisade continua pendant 2 ans de plus. Richard gagna des batailles, démontra son génie militaire, mais Jérusalem resta musulmane. Le traité final garantissait l'accès aux pèlerins désarmés, rien de plus. La ville sainte que Frédéric avait juré de libérer restait sous le contrôle de Saladin et le resterait pendant des siècles. Les chroniqueurs qui enregistrèrent les événements luttaient avec le récit. Comment expliquer que l'empereur le plus formidable de son époque soit mort de manière aussi banale? Certains écrivaient que c'était la volonté divine, que Dieu avait des plans mystérieux, mais leurs plumes tremblaient en l'écrivant, parce que même eux savaient que cela sonnait creux, que c'était un mensonge réconfortant. D'autres chroniqueurs tentaient de trouver une trahison, écrivaient des théories sur le poison, sur le sabotage du cheval, sur des conspirations complexes. Ils avaient besoin de croire que quelque chose d'aussi grand nécessitait une cause équivalente. Mais les témoins contredisaient chaque théorie. Ils avaient vu ce qui s'était passé. Un cheval a trébuché, un homme est tombé. L'eau a fait le reste, rien de plus. Les moines copiaient les chroniques dans des scriptoriums sombres. Leurs mains reproduisaient les mots « Iconium, 6 heures, coin de fer, 20 000 morts ». Et ensuite, rivière Salef, noyée à 1 mètre de profondeur. Les contradictions brûlaient. Comment les deux pouvaient-elles être vraies? Comment le même homme pouvait-il être le protagoniste des 2 histoires? Mais elles étaient vraies, toutes les deux, simultanément, de manière insultante. À Damas, Saladin ordonna des prières dans les mosquées, remerciant Allah d'avoir éliminé la menace. Mais en privé, le sultan l'admettait devant ses conseillers les plus proches. Il avait craint Frédéric plus que n'importe quel croisé précédent. Iconium avait démontré que l'empereur ne suivait pas les règles, qu'il inventait les siennes, qu'il transformait la faiblesse en force par pure audace. Le sultan avait préparé des défenses élaborées, des stratégies complexes, des plans pour quand Frédéric arriverait en Syrie. Tout ce travail devint inutile en 30 secondes. Saladin ne ressentait pas de soulagement, il ressentait de l'inquiétude. Parce que si un génie comme Frédéric pouvait mourir bêtement, alors lui aussi. Alors n'importe qui. La rivière Salef enseignait que la guerre ne respectait pas la grandeur. Les émirs célébraient, organisaient des banquets, chantaient comment Allah et protégeaient les fidèles. Mais les stratèges musulmans connaissaient la vérité. Ils avaient eu de la chance, une chance obscène. Si Frédéric avait traversé la rivière sans tomber, s'il était arrivé à Antioche avec 10 000 vétérans, s'il s'était coordonné avec Richard, Jérusalem serait tombée, le califat aurait vacillé, tout cela pour un cheval qui avait trébuché. En Europe, les nobles commençaient à remettre en question les croisades. 100 000 hommes marchèrent avec Frédéric. Moins de 2 000 revinrent. La majorité mourut non pas dans une bataille glorieuse, mais de soif, de chaleur, d'embuscades dans les montagnes, de maladie. Et l'empereur, le maudit empereur, s'était noyé. Quel genre de Dieu permettait cela?
Les églises luttaient contre l'hérésie croissante. Les gens demandaient « Pourquoi continuer ? Pourquoi envoyer des armées mourir dans des déserts? Pourquoi croire en la protection divine quand Frédéric Barberousse gît dans une tombe turque ?» Les évêques n'avaient pas de réponse satisfaisante, ils n'avaient que des menaces. Et les menaces ne comblaient pas le vide que la mort de l'empereur créait. Les restes de l'armée allemande se dissolurent complètement vers 1191. Certains hommes restèrent en Terre Sainte, moururent dans des escarmouches mineures, dans des sièges sans nom. Leurs corps pourrirent en terre étrangère, sans gloire, sans registre, poussière dans des déserts qui ne connaissaient pas leur nom. Ils étaient venus avec le plus grand empereur. Ils moururent comme n'importe qui. Frédéric II, petit-fils de Barberousse, tenterait sa propre croisade des décennies plus tard. Il récupérerait Jérusalem, mais par la négociation, pas par les épées. Le petit-fils était diplomate, là où le grand-père était guerrier. Il récupérerait ce que Frédéric n'avait pas pu, mais il le ferait avec des mots, avec des traités, avec des compromis, pas avec le coin de fer fendant des armées en deux. Les chevaliers qui survécurent et vieillirent racontaient l'histoire. Leurs petits-enfants écoutaient avec de grands yeux comment l'empereur mena la charge à 68 ans, comment 500 brisèrent 40 000, comment les murs tombèrent en une nuit. Et ensuite ils demandèrent la fin, et les vieux se taisaient parce qu'il n'y avait pas moyen de raconter cette partie sans qu'elle ne sonne comme une moquerie cruelle. La rivière Salef coulait indifférente. Chaque été, elle descendait des montagnes. Chaque hiver, elle se remplissait de neige fondue, génération après génération, siècle après siècle. Elle ne savait pas qu'elle avait tué un empereur. Elle s'en moquait. Ce n'était que de l'eau sur des rochers, obéissant à une physique simple. Pendant que les hommes construisaient des légendes et des lamentations autour de son courant stupide, les eaux restèrent à Antioche pendant des années, jusqu'à ce que la ville change de main, jusqu'à ce que de nouveaux conquérants arrivent, jusqu'à ce que plus personne ne se souvienne exactement où était la tombe. L'empereur qui détruisit un empire en 6 heures n'avait pas de monument permanent. Il n'avait pas d'endroit où les pèlerins pouvaient pleurer. Il n'avait que l'histoire, et l'histoire était moitié gloire, moitié farce. 22 jours. C'est tout ce qui sépara la victoire la plus brillante de la mort la plus absurde. 22 jours entre être immortel et être un avertissement, entre être une légende et être une leçon sur la fragilité. Frédéric Barberousse réussit les deux simultanément pour toujours. L'empereur qui prouva que le génie et la stupidité pouvaient coexister dans le même destin, divisé seulement par un cheval qui avait trébuché.